Visualise la scène. Un homme noir entre dans un magasin. Il prend un soda, une paire de baskets, un téléphone, un produit cosmétique. Il passe à la caisse. À quelques secondes, son argent quitte son compte bancaire. Est-ce que l'histoire s'arrête là? Pas vraiment. Car cet argent va voyager. Une partie ira aux salariés, une autre aux actionnaires, une autre financera des nouveaux investissements, une autre servira à soutenir certaines causes politiques ou sociales. Chaque achat est donc plus qu'une consommation. C'est une forme de soutien. Pourtant, beaucoup de Noirs qui vivent en Occident ne réfléchissent presque jamais à cette question. On passe parfois des heures à débattre de représentation, de discrimination ou d'inégalité. Et on oublie souvent un levier essentiel, notre portefeuille. Aujourd'hui, on va parler de consommation consciente. Pourquoi faut-il faire attention aux marques qu'on achète? Pourquoi certaines entreprises méritent-elles notre soutien, tandis que d'autres devraient éviter? Et surtout, comment une stratégie économique collective pourrait renforcer le poids des Noirs dans les sociétés occidentales? Car une chose est certaine, dans une économie de marché, l'argent parle souvent plus fort que les discours. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Avant de poursuivre la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. On entend souvent cette phrase. Une entreprise est là pour faire de l'argent. C'est vrai, mais c'est incomplet. Les entreprises influencent aussi la société. Elles choisissent qui elles recrutent. Elles choisissent quelle image elles diffusent. Elles choisissent quel quartier elles investissent. Elles choisissent quelle cause elles soutiennent. Prenons un exemple historique. Pendant l'apartheid en Afrique du Sud, plusieurs grandes entreprises internationales ont continué de leurs activités malgré la ségrégation institutionnelle. Ce n'est que lorsque les campagnes de boycott et de désinvestissement ont pris de l'ampleur que la pression économique est devenue significative. Le mouvement anti-apartheid a démontré une chose. Les consommateurs peuvent influencer les comportements des entreprises. L'argent peut devenir un instrument politique. Cette réalité n'a pas disparu. Aujourd'hui encore, certaines marques sont accusées de pratiques discriminatoires. D'autres ont été impliquées dans des scandales liés au recrutement ou à la représentation des minorités. Certaines corrigent leurs erreurs, d'autres non. La question n'est donc pas de savoir si les entreprises ont un impact social. La question est de savoir si nous choisissons de l'ignorer. Regardons ce qui se passe ailleurs. Certaines communautés ont compris depuis longtemps que l'économie est un outil de pouvoir. Les consommateurs issus de certaines diasporas soutiennent régulièrement leurs commerces locaux. Ils fréquentent leurs restaurants, ils investissent dans leurs entreprises, ils recommandent leurs services. Ce comportement n'est pas nécessairement motivé par le nationalisme. Il est souvent motivé par la rationalité économique. L'argent circule davantage à l'intérieur du groupe. Cela favorise l'emploi, cela favorise l'investissement, cela favorise la création d'entreprises. À terme, cela crée davantage de richesses. L'économiste américain Booker T. Washington insistait déjà sur l'importance de l'autonomie économique à la fin du XIXe siècle. Plus tard, Marcus Garvey développera également cette idée. Leur constat était simple. Une communauté dépendante économiquement reste vulnérable. Une communauté qui contrôle davantage de ressources gagne en influence. Cela ne signifie pas vivre en vase clos. Cela signifie comprendre que l'économie est aussi importante que la politique. Voici une réalité qui dérange parfois. Les populations afrodescendantes représentent un marché considérable. Aux États-Unis, plusieurs études estiment le pouvoir d'achat des Afro-Américains à plus de 1000 milliards de dollars par an. Dans plusieurs pays européens, les diasporas africaines et caribéennes représentent également une force économique importante. Pourtant, une faible partie de cette richesse est captée par des entreprises appartenant à des afrodescendants. Le paradoxe est là.
Nous sommes souvent de grands consommateurs, mais rarement les principaux bénéficiaires économiques de notre consommation. Imagine une baignoire remplie d'eau. Tu verses constamment de l'eau dedans, mais le fond est percé. L'eau s'échappe en permanence. C'est ce qui se produit lorsqu'une communauté dépense massivement sans développer parallèlement ses propres entreprises. L'argent entre, puis ressort immédiatement. Les emplois sont créés ailleurs, les investissements sont réalisés ailleurs, les bénéfices sont redistribués ailleurs. Pendant ce temps, les problèmes économiques demeurent. Parlons maintenant d'un sujet sensible. Faut-il soutenir une entreprise qui méprise ouvertement les Noirs? Pour certains, la réponse est simple. Les affaires sont les affaires. Mais est-ce vraiment si simple? Supposons qu'une entreprise multiplie les controverses. Supposons qu'elle soit régulièrement accusée de comportements discriminatoires. Supposons qu'elle ignore systématiquement les critiques. Que se passe-t-il lorsque nous continuons malgré tout à lui donner notre argent? Nous envoyons un signal. Nous indiquons que ce comportement n'a aucune conséquence. Or, les entreprises réagissent souvent lorsqu'elles risquent de perdre leurs revenus. L'histoire économique le montre. Les marques sont extrêmement sensibles à leur réputation. Pourquoi? Parce que leur image influence leur vente. Le boycott n'est donc pas seulement un geste moral. C'est un mécanisme économique. Il consiste à dire: si vous ne nous respectez pas, vous ne bénéficierez pas de notre pouvoir d'achat. C'est la question que beaucoup se posent. La réponse honnête est nuancée. Un boycott isolé a rarement un effet majeur. Un boycott organisé peut en avoir. Tout dépend de plusieurs facteurs. La taille du groupe, la durée de la mobilisation, la visibilité médiatique. Et surtout, l'existence d'objectifs clairs. Le boycott des bus de Montgomery en 1955 en est un exemple célèbre. Sous l'impulsion de Martin Luther King Jr. et d'autres militants, les Afro-Américains ont cessé d'utiliser les bus municipaux. L'impact économique fut réel. La pression contribuait à remettre en cause la ségrégation dans les transports. La leçon est importante. Le boycott n'est efficace que lorsqu'il est collectif et lorsqu'il s'inscrit dans une stratégie plus large. Voici l'erreur la plus fréquente. Beaucoup pensent que la solution consiste simplement à boycotter. C'est faux. Le boycott retire des ressources, mais il n'en crée pas. Pour construire une puissance économique durable, il faut aussi soutenir. Soutenir des entreprises respectueuses. Soutenir des entrepreneurs afrodescendants compétents. Soutenir des créateurs de valeur. Soutenir des produits de qualité. Car l'objectif n'est pas de pratiquer une solidarité aveugle. L'objectif est de développer un écosystème économique solide. Une entreprise noire médiocre ne mérite pas automatiquement notre argent. Une entreprise noire excellente mérite notre attention. La compétence doit rester centrale. Sinon, la stratégie condamne à l'échec. À ce stade, certains se disent peut-être « je ne suis qu'une personne ». C'est précisément là que tout commence. Premièrement, enseigne-toi. Regarde les pratiques des entreprises que tu finances. Deuxièmement, diversifie tes achats. Essaie de découvrir des entreprises fondées par des afro-descendants. Troisièmement, partage les bonnes adresses. Le bouche à oreille reste extrêmement puissant. Quatrièmement, soutiens l'entrepreneuriat. Même lorsque tu n'achètes pas directement, un commentaire, une recommandation, une publication, tout cela a une valeur. Cinquièmement, développe ton éducation financière. Car la consommation n'est qu'une partie de l'équation. L'investissement est souvent encore plus puissant. Acheter une action peut parfois avoir davantage d'impact qu'acheter un produit.
Certains critiques affirment que ce discours encourage le repli communautaire. C'est une erreur de compréhension. L'objectif n'est pas de couper les ponts avec le reste de la société. L'objectif est de participer à l'économie avec davantage de conscience. Toutes les communautés organisées économiquement le font déjà. Elles investissent, elles coopèrent, elles soutiennent leur réseau, elles développent leurs entreprises. Puis, elles interagissent avec le reste du marché. La question n'est donc pas de se séparer. La question est d'exister économiquement. Car une communauté qui ne possède ni entreprise, ni capital, ni influence économique, dépend toujours des décisions des autres. On pense souvent que le pouvoir s'exerce uniquement dans les urnes. Mais il existe un autre bulletin de vote. On l'utilise presque tous les jours. Notre carte bancaire. Chaque achat récompense un comportement. Chaque achat finance une vision du monde. Chaque achat contribue à renforcer une entreprise. La consommation consciente ne consiste pas à devenir obsédé par l'identité des propriétaires. Elle consiste à comprendre les conséquences de nos choix. Le respect a une valeur. La représentation a une valeur. L'investissement a une valeur. La dignité a une valeur. Et lorsque des millions de personnes comprennent cela simultanément, une communauté cesse de progressivement d'être seulement un marché. Elle devient une force économique. C'est peut-être là la différence la plus importante. Car dans les sociétés modernes, ceux qui contrôlent les flux économiques influencent souvent davantage l'avenir que ceux qui se contentent de le commenter. Alors, la prochaine fois que tu sortiras des cartes bancaires, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que je suis en train de renforcer avec mon argent? Car parfois, les plus grandes révolutions commencent par des décisions qui paraissent insignifiantes. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.